Notre dernière communication s'intitule « Un simple jeu ». Bon, on va nous faire jouer avant de partir. Identité, citoyenneté numérique, utilisation plus efficace, sécuritaire et éthique d'Internet et des réseaux sociaux. L'acquisition et le développement des compétences globales sont au cœur de l'apprentissage des élèves du 21e siècle. Elles redéfinissent la pédagogie à l'ère numérique et proposent un questionnement sur l'utilisation plus efficace, sécuritaire et éthique d'Internet et des réseaux sociaux. Monsieur Olivier Alfieri vient nous faire découvrir une série de 7 jeux questionnaires interactifs pour les élèves, les enseignants et les leaders du système ayant pour but la sensibilisation et l'éducation des notions de citoyenneté numérique. Professionnel du e-learning, Olivier Fieri conjugue les expertises d'ingénierie pédagogique et de gestion de projets multimédia. Titulaire en 2004 d'un master en langue et littérature romane, passionné de pédagogie, il enseigne pendant 6 années en milieu scolaire fragilisé. Il y introduit l'éthique au sein des apprentissages et pratiques pédagogiques. De 2005 à 2009, convaincu de la part d'éthique en éducation, il coordonne comme administrateur bénévole la création et la gestion du projet Enseignons-le.be. Le BE, c'est pour Belgique, vous allez voir. Premier portail en ligne belge d'échange de ressources pédagogiques. Dans le cadre du projet européen contre TIC, il devient en 2010 conseiller en formation professionnelle et en gestion des compétences TIC, et ce pour un mandat de 3 ans. En 2012, il s'envole depuis la Belgique vers le Canada, ce qui est un grand bien pour nous, pour devenir chargé de projet senior et ensuite directeur adjoint au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques d'Ottawa. Il y encore conçoit la production de nouveaux designs pédagogiques et d'interfaces multimédia interactives dans le cadre des cours en ligne dits modulaires. Il poursuit son apprentissage tout au long de la vie en réalisant en 2017 le master à distance MFEG de l'Université de Rennes 1 en ingénierie de la formation en ligne. Monsieur Alfieri, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon. C'est vendredi, il fait chaud, donc je vais parler fort. On va vous présenter des jeux. Avant de présenter les jeux, je vais d'abord dire un grand merci au REFAD, un grand merci à Alain, de me permettre d'avoir la parole. Aussi dire qu'au départ, c'était le ministère de l'Éducation francophone qui voulait faire la présentation, qui malheureusement n'a pas pu être là. Donc je ne pensais pas présenter cette année, mais finalement je suis quand même très heureux d'être là et de vous présenter ce qu'on appelle l'identité citoyenne numérique et les jeux qu'on a créés pour faire de la formation. Je pense que ça peut bien clôturer votre 2 belles journées. On va parler de proactivité. Hier, on a parlé aussi de voir comment est-ce qu'on peut former les personnes, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser. On a parlé d'outils. Donc on va revenir sur la notion de badge qui a été aussi nommée à un moment donné. Alors c'est parti. Accrochez-vous. On y va. Alors, vous me connaissez. On avance. Ça va être le concept qu'on va aborder maintenant. La première question que je voulais aborder, de quelle identité on parle quand on parle d'identité numérique? Et souvent, on ne la définit pas. Donc, on va parler d'identité matérielle rapidement, identité administrative, identité personnelle, identité projetée, puis identité sociale. Alors, pour vous donner une première idée, l'identité matérielle sont mes cheveux, c'est mon corps, c'est la couleur de mes yeux. Ça, c'est mon identité de corps. Si on va sur l'identité administrative, ce sont nos données, nom, prénom, nos cartes santé, tous les chiffres qui composent qui on est d'un point de vue administratif. Si on parle de l'identité personnelle, c'est ce que je pense que je suis. C'est ma personnalité, c'est l'image que j'ai de moi. Puis celle que je projette vers les autres, c'est l'image que les autres ont de moi, qui n'est peut-être pas la même que moi j'ai de moi-même. Et puis finalement, pour arriver au numérique, rapidement, il y a mon identité qu'on appelle sociale, celle qui va exister sur Internet. Donc je trouve ça intéressant dès le départ de redéfinir le concept d'identité rapidement pour voir un petit peu comment notre identité numérique, celle qui devient sociale, va être imprimée. Alors, il y a une phrase sur Internet qui dit « Perception, c'est réalité ». Bon, grosso modo, ce que je montre, c'est ce que je suis. Donc on entend beaucoup dans l'éducation à identité numérique de dire « Quand tu mets des photos sur Facebook, fais attention aux photos que tu mets parce que les gens ils vont voir ça puis ils vont croire que tu es que ça ». Donc finalement, ce qu'on montre va être une image réduite de nous-mêmes, mais les gens vont nous identifier à ça, puis on va être que ça. Donc c'est important, autant à l'université que dans les écoles secondaires, de comprendre cette notion-là, que ce qu'on montre, c'est la réalité, même si ce n'est pas vraiment la réalité. Et du coup, la perception qu'on a de nous en ligne, ça va être la réalité aussi. Donc ça, c'est une notion que tout le monde connaît probablement ici, mais qui est toujours intéressante à rappeler à toutes les personnes qui arrivent dans le monde numérique et quand on parle d'identité. Alors, les défis du web, il y en a beaucoup, évidemment. Tout d'abord, il y a tous ces outils-là. Et mon identité, elle laisse des traces partout.
On a parlé des outils, M. Traoré a parlé des outils dans les cours en ligne, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Toute cette trace compose mon identité. D'accord ? Alors ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et c'est beaucoup d'informations, pas toujours cohérentes, pas toujours voulues. On dit souvent que nos amis sur Internet sont nos ennemis, parce qu'ils prennent des photos de vous, ils vous taguent et ainsi de suite. Et ce n'est pas toujours souhaité. Alors du coup, et ça, c'est ce que vous montrez. Dès lors, en termes d'identité numérique, puisqu'on va arriver au jeu, comment est-ce qu'on va arriver à former nos jeunes, à prendre conscience que tout ce qu'on montre, tout ce qu'on met, finalement constitue ma perception, donc la réalité de ce que les autres voient de moi. À partir de là, il y a des petits effets. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui critiquent des compagnies aériennes puis qui ne montent pas dans l'avion. En tout cas, ça existe. Ça existe pour les deux compagnies que vous avez devant vous. À la fin de la présentation, vous avez tous les liens. Donc, c'est des réalités. Aujourd'hui, si on s'exprime mon identité, je dis mon avis, il y a des cas réels et des conséquences qui peuvent être directes. Donc ça, c'est quand même assez nouveau comme perception. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à l'identité numérique ? La question, la poser, c'est presque y répondre. Mais on va quand même rentrer un petit peu dedans, un peu plus côté professionnel. Et ça, je trouve que c'est un point qu'on n'appuie pas assez, surtout à l'université aussi, c'est que l'identité numérique, c'est un tremplin à l'emploi. Quand on va à l'université, on va pour développer des compétences, acquérir des connaissances, mais on y va surtout pour avoir un diplôme qui va me mener à mon emploi. Alors comment je peux profiter de l'identité numérique pour devenir singulier, pour devenir unique et pour me faire remarquer finalement par rapport à mes employeurs ? Alors je ne suis pas venu avec des gros chiffres, vous pouvez le trouver vous-même, mais tous les employeurs aujourd'hui googlent le nom de la personne avant qu'elle arrive. D'accord ? Puis je pense que vous faites vous-même, dans la vie privée aussi. Donc ça, c'est vraiment une réaction qui existe. On est influencé par ce qu'on voit. Il n'a pas de site web, il n'a pas de compte Twitter. Bon, grosso modo, il n'est pas dedans. Il n'est pas moderne, je ne sais pas si je vais l'engager, dépendant du domaine. Puis les internautes se renseignent sur les employeurs aussi. Depuis qui va travailler là, on va sur LinkedIn, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait, où ce qu'il a étudié, pour essayer Donc on se traque, on se traque tous. Donc ça, c'est correct, mais comment est-ce qu'on en fait une force, une opportunité ? Donc ça devient intéressant à ce moment-là aussi. Et de plus en plus de requêtes sur les moteurs de recherche sur des noms de personnes. Donc c'est pas que recette de cuisine chocolat, ça va être vraiment des noms et des prénoms. Alors du coup, si on tient compte de ça, il y a des risques. Notre race, on est pollué par nos amis. L'homonymie, si vous avez des gens qui ont votre même nom et prénom, puis ça existe, puis c'est comique parfois moins. Le vol d'identité, on a connu des cas assez graves dans les universités aussi. On a parlé d'actions malfaisantes, la vie privée qui est mise à risque, ça c'est certain que ça existe. Mais au-delà des risques, il y a aussi des opportunités. Puis je voulais rester un petit peu là-dessus, parce qu'on a parlé beaucoup de plagiat, on a parlé beaucoup de dangers qui sont existants, mais je voulais aussi parler d'opportunités. On a une chance avec ça, puis c'est intéressant de l'apprendre. Aujourd'hui, on a une voix. On parle de la voix des élèves, on a une voix. Les gens peuvent s'exprimer, ils font une vidéo sur YouTube, on ne sait pas pourquoi ça fait 1 million de vues, on a des voix. Donc on est visible. On peut enrichir son CV, on peut se montrer innovant, et on peut attirer l'attention, qui reste quand même quelque chose d'intéressant. Donc à l'université, quand les premières années de bachelier ils arrivent, on en voit tout doucement qu'ils commencent à créer des blogs. Ils commencent à publier leurs travaux. Ils commencent à créer leur identité numérique pour, déjà, dans une perspective d'emploi. Donc ils créent déjà leur portfolio. Ce n'est pas courant, je ne dis pas que c'est répandu, mais ça arrive. Donc comment, au-delà du plagiat, on peut conscientiser ça en disant, tiens, ton identité numérique de jeune bachelier, où tu te vois après pour le master, est-ce que tu veux faire un doctorat, pas de doctorat, comment est-ce qu'on peut déjà, tous les travaux qu'on fait, les publier pour créer son portfolio, s'enrichir son CV, se différencier et déjà être prêt sur le marché de l'emploi. Ah, je suis dans le mauvais sens. Excusez-moi. C'est vendredi. On arrive. Alors, je ne sais pas, Warren Buffett, je suppose que lui, il est connu. La grande phrase qui dit « ça prend 20 ans à construire une réputation, ça prend 5 minutes à la détruire », on la connaît. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important à tenir compte aussi. Quand on parle d'identité numérique, ça se cultive, ça se bâtit et ça s'entretient. Donc si jamais vous voulez une image intéressante, ça va être celle-là, c'est l'irréputation. Donc c'est-à-dire qu'on doit réagir, on doit s'engager, je vous laisse la lire, on doit partager. Et puis là-dedans, vous avez tous des éléments. Et je vais revenir après sur le plagiat. Mais si on enseigne ce concept d'irréputation dès l'université, on va indirectement sensibiliser aux droits d'auteur, on va indirectement sensibiliser à la notion de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, puisque finalement on se mobilise en étant présent sur la toile. Donc ça, c'est une manière aussi intéressante d'aller chercher de la formation, tout en essayant de valoriser les compétences des jeunes. Alors, l'autre point,
lui, évidemment, c'est un magazine assez connu, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, on est comme une marque. Donc, vous pouvez taper mon nom, si vous voulez, sur Internet, Olivier Alfieri, juste pour le fun, si vous avez un ordinateur devant vous, pour dire que je prêche ce que je vous dis aujourd'hui. Ça fait des années que je le fais. Donc, qu'est-ce que vous allez voir de moi? Vous allez voir de moi ce que je veux que vous voyez. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, mon nom, il va être associé à des mots-clés que moi-même j'ai choisis. Et puis ça, je vais commencer à publier là-dessus, je vais lire des choses. Et donc, quand vous allez me chercher, vous allez trouver ce que moi, je veux que vous voyez. Et vous n'allez pas voir ce que je ne veux pas que vous voyez non plus. Donc, vous ne trouverez pas les photos de ma famille, vous ne verrez pas mon enfant, vous ne verrez pas ma compagne. Vous verrez uniquement ce que je veux que vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à rentrer, c'est-à-dire qu'on peut avoir un impact sur ce qu'on montre. Et du coup, de nouveau, on sensibilise positivement en disant, bon voilà, oui, c'est dangereux, laisse pas de traces, montre pas des photos de soirée avec ta bière en main ou quand tu fumes ou n'importe quoi, mais plutôt, montre-toi positivement, mets-toi en valeur pour trouver de l'emploi, mets-toi déjà des photos professionnelles et on y va par un aspect plus positif. Et du coup, on se présente comme une marque, comme un produit. En termes de communication, ça veut dire quoi? Il y a un émetteur, il y a un récepteur, il y a un message et il y a une cible. Et puis on doit se voir comme ça aujourd'hui en termes d'identité numérique sur Internet. Donc ça, ce n'est pas encore un message qui est peut-être fréquent dans les écoles, puisque dire à quelqu'un, tu es comme ta marque, c'est un produit, ton nom pour un produit, on voit parfois des effets négatifs, mais le message qui est là, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être visible, on l'est visible, qu'on le veuille ou non, donc on doit choisir de ce qu'on veut montrer, et on doit être sensibilisé à ça. Du coup, il faut une stratégie, il faut une vision, puis il faut des outils. D'accord ? Donc on va arriver sur la notion des outils. Alors, avant de commencer, on doit penser à ce qu'on veut dire, à qui on est, quelles sont nos valeurs et quelles sont notre vision. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser même avant de rentrer sur Internet. Et à partir de là, comment je vais montrer mes valeurs, comment je vais montrer qui je suis, ce que je veux montrer. Un autre point qui va être important par rapport à ça, c'est sur les leviers sur lesquels on peut agir. Il y a ce qu'on dit, sous contrôle, il y a ce que disent les autres de nous, qui est hors contrôle, puis il y a une petite faute, désolé. Et puis, est-ce que le réseau, on existe par nos relations? Donc aujourd'hui, vous avez combien d'amis? Chacun va faire une concurrence à l'amitié numérique, on s'entend. 1000, 2000, 500, 300, 100, t'as que 100, c'est pas le fun. Donc l'idée, c'est qu'on vit à travers la quantité de notre réseau. Mais d'un point de vue professionnel, si on va sur des réseaux comme LinkedIn, c'est certain que notre réseau, avec ce réseau professionnel-là, ça nous donne une certaine crédibilité, une sorte de recommandation. Ça fait partie de notre identité. Il y a ce qu'on dit, évidemment, ce qu'on publie, puis il y a ce que les autres vont dire de nous. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, et puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc ce que les autres disent de nous, on ne pourra pas vraiment agir. Alors si on revient sur le concept d'identité, ce que je dis, ce que je fais, ce que je calcule, et ce qu'on appelle l'identité rationnelle. Je vais juste me prendre moi, sans mettre trop d'ego dessus. Le 1, donc si je vous reviens juste un tout petit peu pour reprendre les 4, il y a ce que je déclare, il y a ce que j'agis, il y a ce que je calcule, et puis il y a mes amis qu'on appelle le relationnel. Donc, le 1, c'est ce que je déclare. Le 2, c'est ce que j'agis. Donc, c'est tous mes tweets, c'est mes posts, ainsi de suite. Le 3, ça va être les abonnements, ça va être les gens que je suis. Le 4, c'est l'agissement, c'est ce que j'aime, c'est les fameux likes. Donc, si on arrive à expliquer aux jeunes que quand ils likent quelque chose, même si on ne peut pas le déliker, comme l'a dit monsieur ce matin, qui est dommage, c'est ce que j'agis, ça me donne une opinion sur mon identité. La manière dont je me présente, mais ça permet de construire ce qu'on appelle l'identité numérique. Et ça, on le fait sur des réseaux qu'on choisit. Et là, on le fait de manière professionnelle aussi. Donc là, ça devient intéressant, puis ça devient une manière positive de le faire. Et de comprendre que chacun de ces petits clics, finalement, compose une partie de mon identité. Donc en gros, on ne peut pas aller sur tous les outils. Il faut choisir sa bataille. Est-ce qu'on va sur Twitter? Est-ce qu'on va sur LinkedIn? Est-ce qu'on va sur Facebook? Est-ce qu'on va sur tous les outils Instagram, Snapchat et ainsi de suite? À un moment donné, il faut qu'on choisisse le flux, l'écosystème sur lequel je veux être visible. Qu'est-ce qui est professionnel? Qu'est-ce qui est privé? Et là, il y a des pistes pour ça. Il y a des livres, tous les liens sont trouvés à la fin, si jamais vous voulez travailler ça à l'université. Pour travailler un petit peu les forums, les articles, le social bookmarking, le YouTube, les vidéos, vous pouvez travailler ce qu'on appelle notre jardin, qui compose notre identité numérique. Il y a ce livre-là qui est un livre gratuit, qui est très intéressant. Et puis, il y en a un autre que je vais vous montrer après. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue universitaire, il y a des CV en ligne, il y a les réseaux professionnels, il y a les sites d'emploi où je peux m'inscrire, et puis il y a le blogging qui est très important. Donc ça crée votre toile d'identité numérique que vous devez cultiver comme une fleur à tous les jours, dresser un petit peu d'eau, chercher des petits messages, parce que c'est comme ça que Google va vous aimer et que vous allez travailler votre identité. Et en faisant ça, indirectement, on va conscientiser au plagiat et au respect, à mon avis. C'est une des manières, ce n'est pas la seule. Le deuxième livre qui est là, Cultiver votre identité numérique, c'est aussi un e-book qui est gratuit. Et il donne pas mal d'informations sur ce qu'on appelle le personal branding.
Donc comment le mettre en avant, comment entretenir, comment surveiller ce qu'on dit de moi, comment corriger ou adapter. On pose la question tantôt de 200 000 $, je crois que c'est M. Traoré qui en a parlé, en disant oui, ça a été publié. La meilleure moyen sur Google d'effacer quelque chose, c'est de publier et de republier au-dessus, pour que ça redescende très loin dans les pages. Parce qu'au bout des 10 pages de Google, il n'y a personne qui va vraiment les lire. Donc grosso modo, vous pouvez engager des entreprises d'e-réputation qui vont les effacer, ça risque de coûter cher, ou vous publiez et republiez pour qu'à un moment donné, l'information descende, simplement. Donc c'est pour ça que Google, ce qu'il aime, c'est du contenu frais, quotidien, hebdomadaire, qui garde ça. Donc c'est sûr que ça, c'est un travail, mais qui permet de cultiver mon identité numérique. Donc, ça c'était pour le côté jardinage. Le dernier point, c'est qu'il faut être sincère. Donc ce que je dis sur moi, c'est vrai. Puis si ce n'est pas vrai, à un moment donné, je vais le payer. Quand j'arrive à l'entretien d'embauche, si j'ai dit que j'étais un expert, tout le monde est expert sur Internet aujourd'hui, là, mais bon. Puis qu'on arrive à l'entretien, puis qu'on n'y arrive pas, ben là, le mensonge, on le paye. L'authenticité, la pertinence et la cohérence, ça va être important. Si je parle de tout et de rien, ça ne marchera pas non plus. Donc on aime garder une certaine cohérence sur le message qu'on va donner. Donc pour amener tous nos jeunes en Ontario francophone à être capables de comprendre c'est quoi l'identité numérique et tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui, on a créé un jeu. Le jeu s'appelle Identité citoyenne numérique. J'étais un peu vite sur le premier pour vous laisser le temps de jouer au jeu après, puisque c'était ça un petit peu le but du jeu. Alors on va travailler sur l'identité numérique, sur les données, on va travailler sur la transaction, tout ce qui est e-commerce, on va travailler sur l'éthique, on va travailler sur la littératie, la dépendance, tout ce qui est l'addiction au numérique, le technostress, et la discrimination. Alors pour le peu de temps qui nous reste aujourd'hui, pour partir un petit peu de manière, je vous ai dit à la fin, je vais vous donner ça, puis je vais en parler un petit peu, mais le temps de vous laisser vous connecter au jeu. Et puis je vais revenir un petit peu sur les statistiques qu'on a fait. Alors le jeu, il est là, il est ici. Donc si vous avez un ordinateur devant vous, que vous voulez y aller, donc vous avez le lien avec un Bitly, si vous avez un iPad, vous pouvez scanner le QR code, et puis cette démo, ICN1, démo, c'est la même chose des deux côtés. Vous pouvez aller de 1 à 10. Il y a 10 comptes qui sont créés, ça va rester ouvert pendant plusieurs semaines. Et puis après, je vais commenter ça. Mais donc, si vous voulez aller regarder maintenant, je vais vous laisser quelques temps pour voir un petit peu comment les quiz, ça commence à la 3e année, donc on commence très tôt. Et après, ça va jusqu'à la 10e année. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour ça. Pardon ? Alors, l'adresse, c'est bit.ly, donc le fameux code. Donc, c'est bit.ly, barre, et puis 2SDKV0A. Je peux peut-être essayer de l'agrandir encore. Puis le mot de passe, c'est démo avec une majuscule, tiret, puis tout en majuscule, ICN1, puis c'est le même mot de passe. On aurait pu faire plus court, je remarque. Vous allez voir qu'il y a 6 thématiques plus ou moins à chaque fois, avec des 15 questions par thématique. Donc, au départ, c'est pour des 10e années, mais je l'ai fait, puis je ne vous dirai pas que j'ai eu tout bon. Donc, si jamais, je ne verrai pas vos résultats, mais vous pouvez aller vous amuser. Donc, je vais juste revenir un petit peu le temps. Vous pouvez jouer un petit peu dedans maintenant. Si vous avez encore besoin, dites-le moi, je reviens. Juste vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. C'est bon ? Ok, j'entends plus personne. Donc, juste pour vous donner une idée, il y a 276 élèves qui l'ont fait, pour un total de 472 jeux questionnaires. Donc, il y a plus ou moins 240 en cycle vraiment primaire, donc 3e à 6e année, et 36 en cycle intermédiaire, donc la 7e à la 10e année. Et vous voyez en rouge, c'est ceux qui ont échoué le test. Donc, l'idée maintenant dans notre EAV, Brightspace, c'est que tous les élèves ont accès à ça, puis on leur demande à tous de le faire. Donc, si on revient maintenant sur le jeu lui-même, donc vous allez voir ici, il y a toutes les thématiques qui sont là sur les dessins. Et c'est une manière pour vous d'aller jouer dedans. Donc, c'est une manière de faire de la prévention très tôt et de commencer très tôt à sensibiliser à ce qu'on appelle l'identité numérique, au respect de la propriété intellectuelle, au danger du cyberharcèlement, de la cyberutilisation, à l'e-commerce, à tout ce qui compose mes données personnelles, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous promets de jouer, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je dis bravo Refat pour ces 30 années, et à tout bientôt tout le monde. Il y a peut-être des questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour M. Alfieri? Commentaires ou questions?
Oui. Moi, j'aurais une question. Toute la construction de l'identité numérique, les préoccupations, la circulation sur les différents réseaux, poster, je te lis beaucoup, on est plusieurs à le faire. Ça prend quand même un certain temps dans notre vie professionnelle. Est-ce qu'on fait ça le soir? Est-ce qu'on a du temps qui est reconnu pour ça dans notre travail? Comment on peut intégrer cette nouvelle réalité-là de notre image, de notre branding virtuel? C'est certain. Dans les offres d'emploi qu'on fait au centre, il y a toujours une compétence qui s'appelle la veille technologique et la veille concurrentielle. Puis il n'y a pas vraiment de temps réellement accordé dans le monde de l'entreprise pour le faire, à part si vous êtes vraiment dans une sphère marketing, mais sinon ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la formation tout au long de la vie, c'est ce qu'on appelle, ça devient comme un indispensable pour trouver du travail. Donc l'idée, pour revenir au comment, ça prend des compétences de veille, c'est-à-dire qu'on a des outils comme Feedly ou des outils comme Diigo, enfin les outils, il y en a plein, je ne vais pas vous les citer. Ça prend des listes de blogs que vous pensez que sont des blogs intéressants, puis ça prend peut-être 1 heure par jour pour scanner des articles, les lire et continuer à rester en éveil mental sur ce qui se passe autour de vous. Et ça, probablement que c'est une des compétences que je dirais aujourd'hui de base de n'importe quel travailleur. Donc, relative aux compétences de veille et au temps imparti à la veille dans nos organisations. C'est une forme de documentaliste 2.0. C'est pas spécialement enseigné, la veille à l'école, mais reste quand même que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important et qui va vous permettre de vous positionner sur des expertises de niche. Les gens vont croire que vous êtes compétent s'ils voient que sur un compte, même si vous ne le lisez pas, mais après, quand vous rentrez en discussion, ça va se trahir. Si vous publiez des articles assez intéressants, vous mettez des commentaires sur des articles assez intéressants, ils vont croire que vous êtes compétent dans l'article que vous venez de publier. Donc ça, c'est la perception que je donne de moi. Donc perception et réalité, donc je deviens l'expert. À partir de là, je dois prouver que je suis un expert quand j'arrive dans la réalité vraie, mais en même temps, l'identité numérique me permet d'avoir un job, me permet d'arriver au Canada, de travailler ici, me permet d'arriver au REFAD, par exemple. Donc, c'est des leviers à l'emploi et c'est des opportunités dans un monde très concurrentiel aujourd'hui. Ouais. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre commentaire ou d'autres questions, Denis, sur le web? Oui, on t'écoute. Le temps de passer au vert. Quelqu'un aimerait avoir le lien pour le quiz, s'il vous plaît, si on peut les réafficher à l'écran. Oui, bien sûr. Et donc maintenant en Ontario, chaque année, toutes les batchs des élèves passent lycéennes, passent les badges pour justement les sensibiliser par rapport à ça, qui rejoint à la démarche de l'Université Alberta que j'avais vue hier aussi, je trouvais très intéressante au niveau du cours de base qu'on veut donner, donc compétences informationnelles, on a parlé de différents types de compétences de base. Je crois qu'on est tous à cette idée-là aujourd'hui, qu'il faut créer ce préalable, c'est ça. Encore bravo à tout le monde et un grand merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.